Bienvenue dans cette présentation de la série Découvrir Jung. Le but de cette série de vidéos que vous propose le groupe Jung est de vous guider sur le chemin de découverte de Jung et de la psychologie analytique en vous donnant sous une forme succincte de 40 à 50 minutes une introduction. C'est un format bref, un exposé de l'essentiel ouvrant sur différents développements avec des indications de lecture, de présentation et de conférences permettant d'approfondir le sujet. Bonjour, je m'appelle Martine Sandor-Buteau. Je suis psychanalyste, membre de la société freudienne, la SPP, anciennement membre de la société jungienne française, la SFPA, et internationale, la IPA. Je suis aujourd'hui personnalité ressource de la SFPA. J'ai aussi été enseignante pendant de très nombreuses années à l'école des psychologues praticiens dont je suis aujourd'hui professeur honoraire. Dans la pensée de Jung, au commencement du développement de l'individu, il y a les ténèbres ou le chaos originel, ce que les alchimistes appellent la massa confusa. Cette massa confusa est ce que Jung appelle l'âme. C'est l'inconscient collectif, porteur de tous les potentiels, sous forme des archétypes. Les archétypes sont des dynamiques, des empreintes vides ou préformes qui mettent en place les conditions de l'expérience. L'ombre n'est pas les ténèbres, l'ombre est un des archétypes. En donnant à cette dynamique typique le nom ombre, Jung utilise en fait une métaphore, celle de l'ombre dans la nature. Cette métaphore nous permet de pointer un certain nombre de caractéristiques de cette dynamique qu'il appelle ombre. La réalité ou potentialité de l'ombre existe en tant que dynamique. Elle n'apparaît et ne prend forme que lorsqu'il y a un objet et une lumière qui éclairent l'objet. Par ailleurs, la forme de l'ombre dépend de l'objet et de l'angle de la lumière. L'ombre donne sa densité à l'objet et fait ressortir les contours de celui-ci. Il n'y a pas qu'une seule ombre, il y a autant d'ombres que d'objets éclairés, et les différentes ombres peuvent se recouvrir, s'interpénétrer. Nous reprendrons dans le cours de cet exposé les différents éléments que nous venons de pointer. Commençons par la première affirmation. L'ombre n'est pas les ténèbres. Il y a une tendance à confondre les deux, à confondre ombre et ténèbres. Les ténèbres, c'est l'inconscient collectif dans son entier. C'est un état d'indifférenciation. Les dynamiques que les ténèbres contiennent, si elles n'arrivent pas à se psychiser, c'est-à-dire à prendre forme, à se représenter, peuvent faire irruption à l'état brut. C'est ce que Jung appelle le sombre. L'irruption du sombre est violente et désorganisatrice. Dans un de ses rêves, que Jung raconte dans Ma vie, la différenciation entre l'ombre et les ténèbres est très clairement représentée. Voici le rêve. C'était la nuit, à un endroit inconnu. Je n'avançais qu'avec peine contre un vent puissant, soufflant en tempête. En outre, il régnait un épais brouillard. Je tenais et protégeais de mes deux mains une petite lumière qui menaçait à tout instant de s'éteindre. Or, il fallait à tout prix que je maintienne cette petite flamme. Tout en dépendait. Soudain, j'eus le sentiment d'être suivi. Je regardai en arrière et perçus une gigantesque forme noire qui avançait derrière moi. Mais au même moment, j'avais conscience que malgré ma terreur, sans me soucier de tous les dangers, je devais sauver ma petite flamme à travers nuit et brouillard. Quand je me réveillai, je compris immédiatement. La forme noire, c'était mon ombre même, projetée sur les traînées de brouillard par la petite flamme que je portais devant moi. Je savais aussi que cette petite flamme, c'était ma conscience. Dans ce rêve, le moi de Jung, représenté par Jung lui-même, porte la conscience qui est la flamme.
Jung a entre 14 et 17 ans lorsqu'il fait ce rêve. Son moi et sa capacité de conscience émergent des ténèbres, de la nuit, du brouillard, c'est-à-dire de l'indifférenciation et de la confusion avec les autres et avec l'inconscient. Et il y a un vent violent qui le tire ou le pousse à retourner vers les ténèbres. En même temps que l'émergence d'un début de structure du moi et de ce fait de la capacité de conscience représentée par la lumière, une ombre se forme. C'est automatique, c'est archétypique. Dès qu'une structure se forme, une ombre de cette structure se constitue, et dans le rêve de Jung, l'ombre est elle-même une forme qui est différenciée de la nuit et du brouillard, qui n'est pas les ténèbres. Lorsqu'elle se manifeste, l'ombre est toujours l'ombre de quelque chose. La forme que prend l'ombre dépend de l'objet, de la structure à laquelle elle est accolée. Dans le rêve de Jung, le moi n'est pas encore très solide, il est en train de se constituer. Ses contours ne sont pas tout à fait définis. Son ombre est, ce faisant, elle-même mal délimitée, gigantesque, ses bordures se diluant encore dans les ténèbres. Maintenant, nous allons regarder la dynamique de l'ombre. L'ombre, en tant qu'archétype, est une dynamique qui organise une opposition, un pendant obligatoire, un antagonisme en face et contre toute manifestation quelle qu'elle soit. Toute organisation porte son ombre. Il y a des organisations psychiques internes, en particulier le moi et le soi. Et il y a des organisations externes, le couple, la famille, une collectivité, une nation, une civilisation. Chacune de ces organisations aura une ombre. Cette ombre contiendra des contenus qui ne sont pas reconnus par l'organisation comme faisant partie de son identité, de ses valeurs. Ainsi, si ma définition de moi est d'être une bonne personne, lorsque je découvre en moi une part qui a des pulsions meurtrières, ma première réaction est un sentiment d'horreur, de rejet violent. Ce n'est pas moi, je n'en veux pas, je veux m'en débarrasser. La réaction sera identique si je me suis définie comme étant une personne en contrôle de moi-même, qui met à distance l'intime et la proximité, et que je découvre en moi un désir de proximité. La réaction de toute organisation face à son ombre est toujours d'abord un rejet. Cette réaction de rejet violent est caractéristique de l'ombre et un des éléments qui permet de repérer qu'en effet, il doit sans doute s'agir de l'ombre. Une des façons de rejeter un contenu est de la projeter. L'ombre peut être projetée sur une personne ou un groupe. La personne ou le groupe sera alors rejeté violemment avec rejet. Si nous détestons une personne, qu'elle est comme notre bête noire, nous pouvons penser que par-delà l'aspect qui nous paraît en effet détestable, et même l'est peut-être, l'intensité de la réaction signe une projection sur cette personne de quelque chose de nous que nous ne voulons pas voir, qui vient menacer notre image de nous-mêmes, donc d'une ombre. Chaque organisation porte son ombre. Il n'y a pas une ombre, mais des ombres qui peuvent se chevaucher et s'interpénétrer. Il y a l'ombre du moi, l'ombre du soi, et puis l'ombre d'un couple, l'ombre d'une famille, l'ombre d'un groupe, d'une nation, d'une civilisation. L'ombre est la dynamique typique, archétypique, qui organise une polarisation, une opposition à ce qui est manifesté. C'est, nous dit Jung, l'archétype de l'éternel antagoniste, de l'adversaire. Chaque archétype est porteur d'une fonction qui définit sa place et son rôle dans l'ensemble de la dynamique psychique. La fonction de l'ombre est celle de mettre en cause le statu quo de ce qui est manifesté. C'est par l'ombre que l'opposition arrive. Si elle peut supporter le conflit, tenir les opposés, l'organisation pourra se transformer, opérer une mutation, ou plus exactement, une mutation
pourra s'opérer. En ce sens, l'ombre, vécue par l'organisation comme négative, est porteuse d'une potentialité de changement nécessaire au développement de cette organisation et donc porteuse de valeurs positives. On ne trouve dans l'œuvre de Jung qu'un seul chapitre consacré à l'ombre, qui est dans Aion. Avant les années 40-45, on trouve des phrases qu'il dit sur l'ombre dans le décours de ses développements sur les autres conceptualisations. Phrases à travers lesquelles l'ombre en tant que concept est en fait mal délimitée. Il dit bien que le terme ombre ne présume rien qui le détermine quant à son contenu. Cela ne l'empêche pas, par endroits, d'écrire que l'ombre est l'inconscient dans son entier, ou l'inconscient personnel, ou la partie inférieure de la personnalité, ou encore la partie négative. Il en parle aussi comme de l'âme animale. Si l'on s'appuie seulement sur ces phrases, et si l'on essaie de définir l'ombre par son contenu, il me semble que l'on perd la spécificité de la notion d'ombre et de sa dynamique, celle d'être organisatrice d'un antagonisme. L'homme a besoin, nous dit Jung, de rester en contact avec son ombre. Sans contact avec son ombre, nous dit-il, l'homme est comme un être aplati, un fantôme ou un mirage à 2 dimensions. Comme l'ombre dans la nature ou dans la peinture, c'est la relation avec l'ombre qui donne à l'homme sa densité, ses contours, sa corporéité. Elle est la porte de la réalité. Ainsi, un de mes patients, qui était avocat d'affaires, s'est retrouvé un jour devant la possibilité de prendre une somme d'argent à un de ses clients, sans que ça se voie, sans que le client ou quiconque puisse s'en rendre compte, donc en toute impunité. Il s'est retrouvé devant un conflit interne et un choix à faire. Après avoir vécu le conflit avec son ombre, qui lui disait, comme la tentation du Christ dans le désert par le diable, qu'il n'avait qu'à prendre cet argent, qu'il ne manquerait pas au client, que celui-ci en avait plein, que le client lui devait bien ça et qu'il le méritait. Il a décidé, finalement, de ne pas prendre l'argent. Il m'a dit que ce jour-là, il avait compris ce que c'était d'être honnête. Cela avait pris réalité pour lui. Il était devenu vraiment honnête. Il était aussi devenu plus libre dans son rapport à ses clients et dans son métier. Voyons maintenant l'ombre du moi. La plupart du temps, lorsqu'on parle de l'ombre, on parle de l'ombre du moi, c'est-à-dire en fait l'ombre du complexe moi. Le complexe moi donne à chacun d'entre nous la définition de ce qu'il appelle moi. L'ombre du moi met en cause cette définition. Ainsi, si je me définis par ma capacité d'intelligence et de pensée rationnelle, se constellera dans mon ombre la figure d'un idiot que l'on trouve très souvent dans les contes. Si je me définis comme une femme raisonnable et moche, se constellera dans l'ombre une femme frivole et belle. Si je me définis comme incapable de penser, se constellera la figure de moi comme écrivaine et chercheuse. Lorsque l'ombre du moi se personnifie, elle est représentée par une figure du même sexe que le rêveur. Lorsqu'elle apparaît pour la première fois, elle provoque, nous l'avons dit, des réactions violentes de rejet, et là, de rejet du moi, qui non seulement ne se reconnaît pas, mais se sent menacé dans son identité. L'ombre n'est pas juste un opposé, c'est un antagoniste qui vient mettre en cause, attaquer la définition, en l'occurrence là du moi, de ce que je définis comme moi, ce que je considère comme mon identité. L'ombre est donc vécue comme une menace. Prenons un exemple dans la littérature avec l'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Le Dr Jekyll est un Anglais vivant dans la période victorienne. Il se définit comme un honnête homme qui montre des égards envers les autres et envers les femmes. Et pourtant, sans le savoir, il viole et il tue des prostituées pendant la nuit et ne s'en souvient pas le lendemain. Mr Hyde est l'ombre du Dr Jekyll.
Le problème dans la configuration psychique représentée dans cette histoire n'est pas l'existence de l'ombre du Mr. Hyde. Le problème, c'est qu'elle soit clivée, dissociée, que le Dr. Jekyll n'en ait aucune conscience. N'étant pas relié à la conscience, l'ombre passe par des actes, est agie. Au moment où le moi, c'est-à-dire là le Dr. Jekyll, prend conscience de son ombre, le Mr. Hyde, il ne peut qu'être horrifié. Il l'est parce qu'il est remis en cause dans son identité d'honnête homme et aussi parce que, en effet, l'ombre, le Mr. Hyde, a une forme inacceptable et inintégrable comme telle. La rencontre du moi avec son ombre déclenche un conflit. La tenue de ce conflit par le moi peut amener une transformation des contenus de l'ombre qui deviendront plus intégrables et une transformation du moi, transformation bénéfique pour le moi et pour l'ensemble de la personne. Ainsi, le Dr. Jekyll pourra-t-il avoir plus d'agressivité et une pulsionalité moins victorienne qu'il pourra intégrer dans sa vie, dans ses relations et dans sa créativité. C'est par la confrontation avec l'ombre que le moi se construit, se transforme et se place peu à peu dans l'ensemble de la dynamique psychique. Lorsque Jung a entre 14 et 17 ans, son moi est en train de se constituer. C'est ce qui se représente dans son rêve de l'ombre et de la lumière dont nous avons parlé tout à l'heure. À ce moment de son développement psychique, comme il est dit dans son rêve, il lui faut préserver la lumière, la capacité de conscience. Les contours de moi ont à se solidifier et son ombre n'est pas tout à fait délimitée. Elle n'est pas représentée par une figure. La confrontation du moi avec son ombre se fera par la confrontation avec certains contenus qui viennent se consteller dans l'ombre et autant que le moi peut le supporter. Chaque fois qu'un contenu de l'ombre a été traité, intégré après transformation dans le moi et ou rejeté comme ne faisant pas partie du moi, un autre contenu vient se mettre dans l'ombre, vient se mettre en position d'ombre. Le moi, à travers sa confrontation avec des contenus de l'ombre, apprend à se tenir dans le conflit, à tenir le conflit et se solidifie. Il intègre par ailleurs plus de contenu comme faisant partie de sa définition du moi. Il peut être à la fois gentil et pas si gentil, intelligent et sensible. La non-intégration dans le moi d'un contenu de l'ombre peut signifier qu'en effet ce contenu n'est pas à moi, mais à ma mère, ou mon mari, ou à la société, ou bien que le moi n'arrive pas, pour le moment, à intégrer le contenu en question. Plus le moi se définit, plus son ombre prend, elle aussi, des contours plus définis. Plus le moi et son ombre se polarisent. La confrontation entre le moi et son ombre amène toujours une crise, est une épreuve pour le moi. Le moi n'est plus aussi sûr de savoir ce qu'il est, ce qu'il croit, ce qu'il définit comme bien ou mal. La crise peut être passagère, elle peut aussi se prolonger et amener à des conflits difficiles de dépression, de désorientation. C'est ce que Jung a vécu après sa séparation avec Freud et qu'il raconte dans Ma vie. Le conflit entre le moi de Jung et son ombre se représente dans un rêve qu'il a fait au début de cette période de crise. Voici le rêve de Jung, le deuxième rêve que je prends de son autobiographie Ma vie. C'est le rêve de Siegfried. Je me trouvais avec un adolescent inconnu à la peau foncée, un sauvage, dans une montagne solitaire et rocheuse. C'était avant le lever du jour. Le ciel à l'orient était déjà clair et les étoiles commençaient à s'éteindre. Par-delà les montagnes retentit le corps de Siegfried et je sus dès lors qu'il nous fallait le tuer. Nous étions armés de fusils et nous nous mîmes en embuscade dans un chemin étroit. Soudain, Siegfried apparut au loin tout en haut de la crête de la montagne, dans le premier rayon du soleil levant, dans un char fait d'ossements.
il descendit à une vitesse folle le flanc rocheux de la montagne. Lorsqu'il apparut à un tournant, nous tirâmes sur lui et il s'effondra, mortellement atteint. Plein de dégoût et de remords d'avoir détruit quelque chose de si grand et de si beau, je m'apprêtais à fuir, poussé par la peur qu'on pût découvrir le meurtre. À ce moment survint une pluie drue et abondante, dont je savais qu'elle ferait disparaître toutes les traces de l'attentat. J'avais échappé au danger d'être découvert, la vie pouvait continuer, mais il restait en moi un sentiment intolérable de culpabilité. Dans ce rêve, Siegfried est une représentation du complexe moi de Jung. C'est Jung qui, comme il le dit à propos de ce rêve, est identifié à être le héros de la mer. Identifié à être le héros de la mer, Jung, partout où il allait jusque-là, devenait le champion, celui successivement de ses professeurs à l'université, de Bleuler, le médecin-chef au Bürgosli, et enfin celui de Freud. Chacun le voyant comme très prometteur et pouvant porter leur couleur, leur flambeau. Jung est celui qui se mettait dans cette position de héros, de champion, c'était sa définition de moi. L'ombre est, dit Jung, une ombre primitive. Elle est figurée par un primitif qui tue Siegfried. Avec la participation de Jung, la participation du moi qui accepte de se différencier du héros et de sacrifier son idéal. En effet, précise Jung, il est des valeurs plus hautes auxquelles le moi doit se soumettre. Ces valeurs plus hautes sont potentiellement inscrites dans la figure du primitif, dans l'ombre que Jung qualifie là de primitive. L'épreuve que décrit Jung est celle qui est vécue du fait du démantèlement des subassements du moi, de la définition de moi. Il s'agit du démantèlement de l'image que le moi a de lui-même. Le rêve de Siegfried annonce une période de crise qui va durer plusieurs années pendant lesquelles Jung va se sentir désorienté, dans une grande tension, au bord du morcellement et de la désorganisation. Le rêve représente un processus qui va traverser Jung, que Jung va vivre. C'est par l'ombre que passe le processus de mise à mort, de démantèlement du complexe moi. Jung raconte avoir accepté de se laisser vivre ce qui lui arrivait, comme le moi dans son rêve participe à ce que fait l'ombre. L'ombre primitive porte des mouvements primitifs que le moi en tant que Siegfried ne connaît pas. Cela va se manifester par l'impulsion que Jung sent de retrouver des jeux de son enfance, des jeux de construction, par laisser parler ses images, se laisser aller à dessiner, à laisser venir ce qui lui vient, donc par passer par des modes considérés comme primitifs et laisser l'archaïque, le primitif, l'originel parler. Par-delà le monde de l'enfance, l'originel pour Jung est l'âme originelle, les différentes dynamiques archétypiques. Celles-ci vont se représenter et Jung va dialoguer avec ces représentations archétypiques jusqu'à sa rencontre avec le soi et sa découverte du processus d'individuation. Ce sont les valeurs du soi auxquelles le moi doit se soumettre que portait l'ombre primitive. La confrontation avec l'ombre et avec les dynamiques de l'inconscient que portait l'ombre primitive a abouti à la reconnaissance de l'originel par le moi et à une relation plus consciente entre le moi et le primitif, entre le moi et l'originel, et avec l'âme et ses dynamiques. Après l'ombre du moi, interrogeons ce qu'est l'ombre du soi. Le soi est un archétype. Au niveau de l'archétypique, on est dans les ténèbres et la dynamique de l'ombre ne se manifeste pas. On ne peut pas parler d'ombre du soi au niveau de l'archétype du soi. L'ombre du soi est l'ombre des représentations du soi constituées en l'individu et dans la culture. Jung appelle ces représentations du soi l'imago Dei. Il s'agit de l'image psychique de Dieu, c'est-à-dire de ce qui régit l'organisation de l'univers, du monde, du psychisme, ce qui organise l'ensemble de la dynamique psychique. Le soi tend vers la réalisation de l'ensemble de ce que je suis,
incluant le conscient, l'inconscient et la dynamique entre les deux. Les représentations du soi organisent notre attitude générale qui fonde notre conception du monde, nos conceptions du bien et du mal, notre vision des choses et de comment elles doivent être, de ce qui est pour moi le bien suprême, ce que je me dois de respecter, ma définition de l'intégrité. Ces conceptions constituent la Weltanschauung, la vision du monde et de soi de la personne. L'ombre du soi est l'ombre de ces conceptions, ce qui vient les mettre en cause. Dans ma vie, Jung parle du soi et de son ombre à partir d'un autre de ses rêves, le rêve du prince arabe. Il fait ce rêve en 1920, à la fin de son voyage en Tunisie, la dernière nuit avant de rentrer en Europe. Dans son rêve, il voit une casbah dont le plan est carré et qui est entourée d'eau. Désireux de voir l'intérieur de la citadelle, Jung s'avance sur un pont qui enjambe l'eau. Un bel arabe, à l'allure élégante, presque royale, arrivant de l'intérieur où il réside, s'avance vers Jung sur le pont et l'attaque. Nous nous battîmes, luttâmes. Ils tombèrent dans le fossé. L'arabe tente de le noyer. Jung réagit en lui enfonçant la tête sous l'eau à son tour. Je ressentais une grande admiration pour lui, mais je ne voulais pas me laisser tuer. Je n'avais pas l'intention de le faire mourir, mais simplement lui faire perdre connaissance pour le rendre incapable de lutter. Ils se retrouvent alors tous les deux dans une pièce au milieu de la citadelle. Devant moi, sur le sol, gisait un livre ouvert. Je n'en connaissais pas le contenu, mais j'avais le sentiment que c'était mon livre, que je l'avais écrit. Le jeune prince rejambait à le lire. Je l'y obligeais. Je savais que c'était indispensable, que cela fût, et il finit par céder. De ce jeune arabe, Jung dit tout à la fois qu'il est une représentation du soi, ou plutôt un messager ou un envoyé du soi, qu'il est une ombre ethnique et qu'il est pour ainsi dire une sorte d'ombre du soi. Le prince arabe, en tant qu'habitant de la structure carrée, qui est un mandala, est une figure du soi. Le soi envoie un message à Jung à travers cette figure, celui de la nécessité, pour lui, d'intégrer plus les modes de vie et d'être rencontrés pendant son voyage dans la civilisation arabe. Les modes de vie et d'être des hommes rencontrés en Tunisie qui, je le cite, vivent plus proche de la vie, plus proche de la nature émotionnelle, plus par leurs affects. Voyons maintenant le prince arabe comme ombre du soi. Ces modes de vie et d'être rencontrés à travers le contact avec une autre culture sont pour Jung une ombre par rapport à ses propres modes de vie et d'être, constitutifs de sa représentation du soi jusque-là. Ce contact lui a évoqué des façons d'être de l'enfance et a mis en cause la façon d'être de l'adulte qu'il était devenu, ses conceptions personnelles et celles de sa culture. Cependant, l'intégration de ce qu'il venait de sentir dans son voyage, de ce qui constitue une ombre de ses conceptions actuelles, ne pouvait pas se faire en devenant comme un arabe, en s'identifiant purement et simplement à cette ombre. Il a bien senti d'une part l'envie de s'y identifier, de plonger totalement ou replonger dans ce monde plus primitif et émotionnel, et d'autre part la réaction à ce mouvement nostalgique venant de son mode habituel de relation aux choses qui passe plus par la raison. Ces deux conceptions du monde, ces deux façons d'approcher les choses se heurtent en lui. La rencontre avec une figure d'ombre déclenche toujours un combat. Dans ce rêve, l'issue du combat est représentée. Jung a pénétré au cœur de la cité où habite cette nouvelle figure de soi, cette nouvelle figure du soi qu'est le prince arabe, et pour que l'ancien et le nouveau coopèrent, pour qu'ils ne soient plus en position antagoniste,
le prince arabe doit accepter de lire, de passer aussi par la compréhension et accepter d'aider Jung dans sa compréhension. Ce que ce rêve, dit Jung, montre le heurt avec l'ombre du soi. Il dit ne pas avoir compris sur le moment le sens de ce qu'il vivait là, ce que n'est que plus tard, dans sa vie et son œuvre, qu'il reprendra son interrogation sur l'ombre de soi, cette fois reliée à celle de son interrogation sur le mal. Nous le verrons plus loin dans cet exposé. En tant que représentant des conceptions d'une autre culture, le prince arabe est une ombre ethnique, une ombre de la culture européenne. Avec l'ombre ethnique, nous en arrivons à l'ombre collective. Lorsque Jung emploie le mot collectif, il parle parfois de la collectivité endogame, c'est-à-dire interne, qu'est l'inconscient collectif, avec ses constituants archétypiques communs à toute l'humanité et donc collectifs. Il parle aussi parfois de la collectivité ou des collectivités exogames, c'est-à-dire externes, dans lesquelles nous sommes aussi inscrits, la famille, le groupe, le pays, la culture, la civilisation. Parler d'ombre collective du point de vue de la collectivité endogame, c'est d'une part parler des dynamiques archétypiques qui se mettent en ombre dans l'individu, comme nous l'avons vu tout à l'heure à propos de la figure d'ombre primitive dans le rêve de Siegfried. Cette figure d'ombre portait la constellation des dynamiques archétypiques et des modes primitifs par lesquels elle se manifeste. C'est d'autre part aussi parler de la dynamique de l'archétype de l'ombre, ce que nous reprendrons plus loin en lien avec l'interrogation de Jung sur le mal. L'ombre collective, c'est aussi l'ombre de la collectivité exogame, les ombres des collectivités exogames et de leurs organisations. Chacune de ces collectivités a une cohérence, à laquelle elle est très attachée et qui repose sur des idées, des représentations communes, des valeurs, des idéaux qui lui donnent sa définition et son identité. L'ombre d'une collectivité est ce que celle-ci ne reconnaît pas comme partie intégrante de son histoire et de son identité, ce qui émerge, qui lui paraît menaçant pour son organisation, des idées, des conceptions, des façons de faire, des modes d'aide qui lui paraissent inintégrables et inacceptables. Chaque famille a une ombre. Elle contient des événements passés, cachés car ne correspondant pas à la définition que cette famille se fait de ce qui est bien, et parce que cette famille ne supporte pas d'être entachée de ces événements. Par exemple, une mère de famille qui a voulu quitter son mari quand ses enfants étaient petits et qui ne l'a finalement pas fait. Les deux parents ont un accord tacite de ne pas en parler, ni entre eux, ni avec leurs enfants. Et voilà que leur fille aînée décide de braver l'interdit et le tabou qu'elle sent si fort et se met à parler de divorcer. Les réactions de ses deux parents et même de ses frères et sœurs dépassent ce qui lui paraît compréhensible, d'autant que la famille n'appartient pas à une culture ou un environnement où le divorce est prohibé à ce point. C'est comme si elle menaçait l'équilibre de ses parents et de sa famille en voulant divorcer. Elle apprendra par une vieille amie de la famille ce qui s'était passé entre ses parents et ouvrira la parole sur le secret familial, ce qui la libérera. Pour une autre famille, cela peut être un interdit de boire ou de jouer particulièrement fort sans que l'on sache de quoi il s'agit. Il faut ici remonter à plusieurs générations pour trouver un grand-père alcoolique ou joueur qui a été la honte de la famille. L'ombre de la famille est porteuse de secrets de famille enfermés dans les placards depuis des générations et aussi des conceptions et valeurs non acceptées par la famille. Certains membres de la famille réagissent à l'ombre familiale, parfois même sont amenés à en être les représentants, au point d'être vécus comme les brebis galeuses de la famille. La famille peut leur projeter son ombre parce qu'ils osent sortir des habitus de la famille d'une façon trop menaçante pour celle-ci. Les brebis galeuses peuvent aussi être possédées par l'ombre familiale, identifiée à celle-ci, malgré eux, et agie par elle. Tout groupe a une ombre.
la notion d'ombre peut d'une certaine manière faire comprendre le phénomène du bouc émissaire. Je me souviens l'avoir compris en écoutant un de mes patients. Il avait été élevé sans père et sans référent paternel et masculin. Quand il était enfant, dans tous les groupes où il allait, dans les colonies de vacances, dans chaque école, même quand il changeait d'école, il était devenu le bouc émissaire surtout des autres garçons. J'ai fini par entendre qu'il n'avait pas réussi comme les autres à ne plus montrer son attachement à sa mère, sa peur de sauter par-dessus le trou entre deux rochers, son angoisse de séparation. Pour grandir, les autres enfants avaient mis dans l'ombre ses sentiments et s'étaient organisés dans une identité de grand qui n'avait plus besoin de leur doudou ni d'être rassuré. Mon patient était un représentant de cette ombre, et les enfants l'attaquaient en tant que tel. Le terme de bouc émissaire se réfère à un vieux rituel. Les habitants du village, une fois par an, prenaient un bouc. Chaque habitant chargeait le bouc de ses péchés, des vilaines pensées ou des mauvaises actions qu'il avait commis, et le bouc était ensuite rituellement tué en place publique. Ainsi, à travers le bouc étaient tués les péchés de l'année. Il faut, je pense, être prudent lorsqu'on utilise des concepts conçus pour penser le psychisme individuel, pour comprendre des phénomènes qui se déclenchent dans la collectivité exogame. Les phénomènes de bouc émissaire que l'on voit se produire dans nos sociétés et dans le monde peuvent être en partie, peut-être, considérés avec la notion d'ombre de la collectivité. Ils sont aussi à considérer de façon transdisciplinaire d'un point de vue économique, sociologique, politique et de toutes les disciplines pouvant les considérer. Si on interroge ce phénomène du point de vue de l'ombre de la collectivité, on peut penser que l'autre culture, l'autre façon de faire et d'être est vécue comme menaçante pour l'identité de groupe de ceux qui la rejettent en bloc et de façon violente. Nous avons entendu dernièrement des hommes politiques tenir des discours très simplistes où la faute est rejetée sur l'autre, étranger. Des discours aussi où un pays ou une civilisation détiendrait le bien, aurait les bonnes réponses, et de toute une autre civilisation ou culture ou religion qui serait le mal. Des vieux discours aussi où il faudrait civiliser les autres dont la culture ne serait pas aussi élevée que la nôtre. La famille ignore, rejette parfois et met dans l'ombre une partie de son histoire. Cela est aussi le cas pour un pays, une culture ou une civilisation. Il est des événements ignorés, cachés, qui ne sont pas inscrits dans les livres d'histoire et pas considérés comme faisant partie de l'identité nationale ou internationale, ou même des événements qui sont connus, mais qui, eux non plus, ne sont pas inscrits dans les livres d'histoire et pas considérés comme faisant partie de l'identité nationale ou internationale. L'évocation de ces événements est vécue par la communauté comme menaçant ses idéaux et sa cohésion. Ceux qui ont vécu ces événements assignés à rester dans l'ombre se retrouvent enfermés dans le déni et le silence collectif. Tel a été le cas des soldats français appelés à faire la guerre d'Algérie. Ce n'était officiellement pas une guerre et ils n'ont pas été reconnus comme anciens combattants. Ce qui s'y est passé a été dénié et dans l'ensemble, jusqu'à récemment, il leur a été donné très peu d'ouverture pour en parler. L'ombre collective a ses effets dans l'individu avec tous ses niveaux, archétypiques, transgénérationnels, culturels et historiques. Ils sont entremêlés entre eux et avec l'ombre personnelle. L'histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde représente à la fois la tension et dissociation entre le moi et son ombre et celle qui se joue avec et dans le collectif. Le Dr Jekyll est imprégné des valeurs de la collectivité à laquelle il appartient, de la culture de son temps. Mr Hyde est une représentation de l'ombre collective de l'Angleterre puritaine victorienne, et la dissociation entre le Dr Jekyll et Mr Hyde est une représentation de cette dissociation dans la culture et les valeurs de cette époque
et en partie de la nôtre. Nous sommes tous pétris, souvent sans le savoir, des conceptions et réponses données par nos groupes d'appartenance et par notre culture, et agies par les effets de l'ombre collective. Ces conceptions et réponses passent à nos yeux pour des certitudes, expression même de l'ordre des choses. Et puis, parfois, devant quelqu'un d'une autre origine sociale ou religieuse, d'une autre culture, ou pris dans un autre endroit de l'histoire collective que celui de notre famille, nous sommes confrontés à d'autres appréhensions et conceptions qui nous paraissent étranges, voire aberrantes. Cette rencontre vient faire effraction dans ces certitudes qui structurent notre vision du monde et notre éthique, ce qui nous fait violence et peut susciter en nous une violence en retour. Être touché dans les fondements de notre conception des choses est déstabilisant, déboussolant. Cela touche notre conception du soi, les fondements sur lesquels nous sommes organisés, notre boussole. Au niveau collectif, actuellement, les manifestations de violence se multiplient et les représentations collectives qui fondent nos compréhensions de ce qui se passe et de comment agir sont vacillantes. Le Dr Jekyll, au niveau collectif, a découvert le Mr Hyde. Certains proposent de lui attribuer tout le mal et de le supprimer, de faire triompher le bien qui est défini par les valeurs portées par le Dr Jekyll. La projection du Mr Hyde sur l'étranger ou sur un autre groupe social ou ethnique ne marche plus très bien pour toute une partie de la communauté. De plus en plus, la collectivité se sent déboussolée. Quand ils ne sont pas accrochés à défendre le mode qui est mis en cause, les penseurs de toutes les disciplines et les artistes tentent de penser ce qui se passe, de dégager des idées, des représentations, permettant de donner des moyens de se tenir face à ce bouleversement des valeurs collectives, de repenser ce qui est l'intégrité et de fonder une action qui ne fomentera pas de la violence. Ils essaient de faire œuvre de culture pour refonder la civilisation. Chaque individu sent le poids du déboussolement collectif et en sent les effets. La question de l'ombre débouche ici dans celle d'une interrogation sur les réponses collectives et sur le positionnement de chacun. L'ombre vient questionner au niveau individuel et dans la collectivité les valeurs, la position consciente. Elle oblige chacun à considérer ce que ces positionnements impliquent comme ombre, à considérer les rejets, clivages, dénis et ce qu'ils peuvent fomenter comme violence. Les conflits et heurts qu'elles provoquent convoquent la question de l'éthique. Il existe une morale collective. L'éthique, par contre, Jung le dit très clairement, est une affaire individuelle. La position éthique surgit, s'élabore dans le heurt entre le moi et son ombre, entre le soi et son ombre, entre le moi et le soi, entre le moi et le collectif. Nous l'avons vu avec mon patient qui aurait pu voler en toute impunité de l'argent. L'honnêteté ne consiste pas seulement à obéir à une morale inculquée par les parents et la société, même si ces valeurs restent des points de repère. Il est aussi des cas où les points de repère ne sont pas aussi clairement tranchés et où chaque individu aura à trouver ses positionnements. Où se situe le bien et le mal? Qu'est-ce que le bien, le mal? On peut fomenter de la violence en défendant ce que nous appelons le bien. La prise en compte de la réalité de l'ombre dans ses dimensions personnelles et collectives nous amène et a amené Jung à nous poser la question des fondements de l'éthique. Nous arrivons à ce qui a tant préoccupé Jung à partir des années 40 et après la guerre, à savoir son interrogation sur le mal, à laquelle il s'attelle en particulier dans Réponse à Job et dans Aion. L'ombre du soi, la dynamique archétypique de l'ombre est la question du mal avec un grand M et avec un grand et un petit m. Jung n'a vraiment intégré pleinement la réalité de l'ombre dans sa théorisation du psychisme
qu'à partir des années 40-45. Cela l'a amené à mettre en cause la conception trop optimiste du soi qu'il avait développée jusque-là, qui organisait une attitude toute confiante dans la dynamique des opposés et dans sa capacité réparatrice, et se fondait sur des idées comme « d'un mal sortira toujours un bien ». Cette attitude est dangereuse dans la mesure où elle organise un clivage du Mr Hyde hors de l'entendement de la conscience et de la culture. Jung va mettre en cause ses conceptions du soi en interrogeant la figure de Dieu, l'imago Dei, telle qu'elle apparaît dans le livre de Job. Prenant appui sur le livre de la Bible, il met à mal l'idée d'un Dieu tout bon et l'idée du mal qu'il serait une privatio boni, une privation du bien. Un Dieu tout bon est une représentation du soi qui tend toujours vers le bien, qui veut toujours le bien et qui exclut de la totalité la réalité du mal. Dans cette conception, ce qui veut le mal, le diable ou l'antéchrist, n'existe pas de façon intrinsèque, il découle de sa créature, de l'homme, pas de Dieu. Dans cette position, le mal, la destructivité, qui ne veut pas le développement mais la désintégration, découlerait d'un raté dans l'histoire du sujet, pas d'une dynamique inhérente à la psyché même. Jung démonte cette thèse, cette vision, et pose que le mal existe indépendamment du bien, qu'il est une entité en soi. La totalité de ce que je suis, de soi, inclut le mal avec un petit m et un grand M, inclut ce qui refuse, attaque, dénigre l'union, l'intégralité et l'intégrité. Le diable et l'antéchrist en tant qu'ombre du soi, qui ne veut donc ombre du soi d'un soi qui est considéré comme ne vouloir que le bien, font partie de la totalité. Job vit en lui le heurt de sa conception de Dieu avec l'ombre de celle-ci, et l'enjeu de cette expérience est la naissance d'une autre image de Dieu, d'un positionnement où c'est du heurt entre le bien et le mal en l'homme que se forge l'individu dans son entièreté, qu'émerge l'intégrité et des réponses éthiques. Le désir de maintenir une image toute bonne de ce qui régit les choses est très fort. C'est difficile d'y renoncer. On entend des idées comme faire confiance au déroulement du soi ou faire confiance à l'inconscient, qui correspondent à certaines idées de Jung avant l'intégration de la réalité de l'ombre. Dans le livre de Job, ses amis disent à Job, et lui-même s'interroge, « Tu as bien dû faire quelque chose de mal pour que te tombent dessus toutes ces catastrophes. » Et pourtant, ce n'est pas le cas. Dans le chapitre sur l'ombre dans Aion, Jung introduit une différenciation entre ce qu'il appelle le mal relatif et le mal absolu. Le mal relatif est la dynamique de l'ombre telle que j'en ai parlé tout au long de cet exposé. L'ombre qui vient mettre en cause une organisation, mettre en cause le moi, les images du soi et les conceptions collectives. Si l'organisation peut le supporter et tenir le conflit que déclenche la rencontre avec son ombre, il s'ensuivra une transformation, une mutation qui permettra une intégration dans l'organisation d'éléments vitaux et dynamisants pour celle-ci. Vécu comme un mal au moment de son apparition, parce que élément déstabilisant et perturbateur, les contenus de l'ombre finiront, une fois intégrés dans une ombre compatible avec l'ensemble, par être un bien. En ce sens, du mal relatif sortira en effet un bien. Reconnaître l'existence irréductible de la destructivité en tant que force inhérente à tout psychisme est difficile. Certains en ont parlé comme d'un ange exterminateur. On a envie que ce ne soit pas. On s'insurge, on voudrait la supprimer, l'éradiquer, en nous, chez les autres, dans le monde. Mais penser qu'on le peut, c'est se mettre dans une toute-puissance et se mettre soi-même dans la violence. C'est prétendre corriger, rectifier, agir, ce qui n'est pas de mon ressort.
Jung nous propose d'accepter, en tous les cas de constater que c'est la destructivité, le mal absolu existe. Et il nous propose de nous garder de prétendre être plus forts que ça et de gagner sur cette dynamique, de pouvoir la réduire, nous garder du mouvement inverse aussi, le mouvement de déprime désabusée sur la nature humaine et sur le monde. La pensée de Jung nous propose de nous tenir dans un espoir anxieux, ouvert à un possible, à la voie qui se présentera, marcher pas à pas sur les petits possibles qui se présentent.